Mongo Betty. Trop de soleil tue l'amour. Roman. Édition Julliard, 1999. Chapitre 13. Norbert, en bon flic, était un rien vicieux. Son aversion pour le toubab lui donna l'idée, au lieu de se réconcilier directement avec son coéquipier, de le prendre en filature et, le moment venu, de surgir à ses côtés, comme le diable de sa boîte. Question surprise, Norbert avait une allonge supérieure à celle du toubab. Alors que Georges aurait été incapable de s'y retrouver au quartier où habitait Norbert, et où d'ailleurs les Blancs ne venaient jamais, Norbert évoluait comme un poisson dans l'eau dans les rues de la ville moderne. Il n'avait de voiture ni l'un ni l'autre, une instruction venue d'en haut, ainsi que de passer inaperçu, l'une allant d'ailleurs de pair avec l'autre. Ils utilisaient donc les taxis collectifs comme presque tout le monde dans cette capitale d'1 million de personnes dépourvues de transport public. La ville moderne, c'est l'ancienne ville des Toubabs, quand ils étaient les maîtres ici. C'était avant la naissance de Norbert, mais son papa lui racontait tout, et, en musardant dans les rues, sous prétexte de rechercher son coéquipier, Norbert rêvait de cette époque, tellement lointaine, lui semblait-il, où cette partie de la ville était interdite d'accès aux Africains la nuit, sous peine d'être dévorée par des molosses dressés à cet effet. Ville dans la ville, ou plutôt province quasi autonome dans un petit empire à cause de la richesse et de la diversité de ses équipements, on en avait quand même vite fait le tour. Comme aspiré par l'abondance des étalages, la concentration des vendeuses, souvent accortes, et leur manière dégagée, sinon provocante, Norbert aborda le marché aux vivres. Il se heurta à une animation que son intuition policière ne manqua pas de lui signaler comme extrêmement suspecte. Le fait est qu'un jeune homme dégingandé, nu comme au jardin d'Éden, courait à une vitesse de bête fauve, se tortillant en un déhanchement que seule l'énergie du désespoir pouvait justifier, car le fuyard était poursuivi par une meute d'autres jeunes qui s'excitaient en criant à tue-tête et brandissaient des gourdins, de gros cailloux, des barres de fer, tous instruments avec lesquels ils s'apprêtaient à opérer à leur accoutumée. Norbert le fin limier appréciait en connaisseur les bonds effectués par l'animal pris en chasse, l'adresse avec laquelle, en retombant, il évitait les montagnes de légumes amoncelés sur le trottoir, se dérobait par une feinte de corps à la prise d'un poursuivant, se faufilait à travers les troupes de matrones, esquivait les automobiles. Le jeune homme, un adolescent hagard à la peau très noire, torse osseux et glabre sur d'interminables jambes, s'essoufflait comme une antilope traquée, jetait des regards épouvantés de tous côtés, offrant l'image parfaite de ce que devait être le runaway nigger des romans américains du XIXe siècle au temps de l'esclavage, la case de l'oncle Tom par exemple. La porte 7 criaient ses poursuivants. Il faut tuer ce voleur, tous les Tchadiens sont des voleurs, racailles de Tchadiens, tous des voleurs, tuez-le. Et la foule, emportant Norbert, se dirigea vers la porte 7, une impasse où le fuyard, sans doute nouveau venu dans la ville et connaissant mal sa topographie, allait être pris au piège. Une ruelle surplombait la porte 7. Le jeune Tchadien avait tenté de gravir les marches de l'escalier pour y déboucher, mais il était à bout de souffle. Quelqu'un l'avait saisi par la cheville et fait basculer et dégringoler de marche en marche, jusqu'à une encoignure d'où il dut faire face à ses poursuivants. Quand les projectiles et les coups de gourdin commencèrent à pleuvoir, l'enfant leva ses deux avant-bras et tenta de s'en protéger comme d'un dérisoire bouclier. Bientôt ses lèvres saignèrent et se tuméfièrent. Le sang gicla partout sur son visage, sur sa tête crépue. Peut-être criait-il, mais ses cris étaient couverts par les clameurs de la foule hystérique. L'enfant s'écroula et disparut sous la foule qu'il avait comme ensevelie, et d'où les bras munis de bâtons ou de pierres s'élevaient pour s'abattre aussitôt. Norbert vit tout cela de la ruelle qui surplombait la porte numéro 7, voisine au demeurant d'un poste de police. Il vit un homme blanc, petit, à moitié chauve et bedonnant, se frayer avec énergie la voie à travers la foule et parvenir jusqu'à l'entrée du poste de police voisin du calvaire de l'enfant. Il en sortit tenant par le col un homme en tenue, et le poussa jusqu'à l'endroit où le supplice se poursuivait. L'homme en tenue, recroquevillé comme un voleur pris en flagrant délit, regardait avec effroi par-dessus son épaule le petit homme blanc qu'il poussait dans la foule en direction du supplicié. Le policier criait « C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça ?» Des voix surgies de la foule hurlaient à l'adresse de l'homme en tenue. « C'est quoi ça, papa? Tu as même peur du blanc, là? Tape-le, papa, tape-le! Le blanc, là, qu'est-ce qu'il croit ?» Le manège de l'homme blanc n'avait aucun succès. Il aurait fallu que l'homme en tenue témoignât un peu de bonne volonté et acceptât avec l'aide de Georges, car c'était lui, de s'enfoncer comme un coin dans la foule et de maîtriser les instincts déchaînés. Le temps passait, les lyncheurs s'acharnaient. Leur besogne enfin terminée, ceux qu'un grand poète contemporain malheureusement trop tôt disparu appela les passants honnêtes, se dispersèrent tranquillement comme s'ils venaient d'écraser un serpent sous leurs talons. Georges contempla un moment avec horreur le corps parcouru de spasmes du jeune Tchadien.
Norbert l'observait de la ruelle surplombant la porte 7. L'avocat marron, venu d'on ne sait où, l'avait rejoint et lui dit à l'oreille « Qu'est-ce que tu fous là ?»« Et toi ?» répondit Norbert. « Je te cherchais. Un truc vraiment emmerdant, la petite amie de mon pote, le journaliste. Tu connais Zamakwe. Bébête, enfin Elisabeth. Eh bien, elle a disparu il y a 4 jours. Bébête a disparu, et depuis 4 jours encore. Tu entends ça? C'est tout l'effet que ça te fait, tu ne dis rien? Chut, fit Norbert en portant son index à ses lèvres. Je suis en mission top secret. Je ne te connais pas. Tu ne me connais pas. Tes histoires ne m'intéressent pas. Tu te fous de qui là-haut? Je te dis que Bébête a disparu, mec. C'est vrai que pour le moment, il vaut mieux ne pas trop en parler, mais c'est sérieux. Bébête a disparu. Et alors? Fit Norbert en s'éloignant. Mais Georges, qui l'avait aperçu, l'eut vite rattrapé. Il fit semblant pour l'aborder de lui demander du feu comme à un passant inconnu. Déconne pas trop longtemps, chuchota-t-il entre ses dents à l'adresse de Norbert. Ma patience a des limites. Je t'attends ce soir chez moi, sinon je signale la situation à tes supérieurs. Bye. Le toubab prit alors Eddy en filature, à tout hasard. Ne l'avait-il pas vu en conversation très discrète avec Norbert? Ça suffisait pour en faire un sujet intéressant. Telle est la logique des barbouzes, bien que Georges se fâchât tout rouge quand on le traitait de barbouze. Au taximan béni des dieux à qui il avait demandé de le prendre en course, Georges dit « Tu suis la Mercedes blanche, d'accord? Tu promets de n'en parler à personne, tu auras un bon pourboire. »« Pas de problème, patron, répondit l'Africain obséquieux. Eddy rangea sa Mercedes devant le central, en descendit, s'installa à la terrasse de l'établissement, une vaste véranda vitrée qui débordait sur le trottoir, envahie comme d'habitude par une population nombreuse, animée, bigarrée, extravertie, loquace et folâtre. Georges dit au chauffeur de son taxi « Tu te ranges à côté de lui et tu m'attends, d'accord ?» Le toubab s'assit à une distance convenable d'Eddy, ayant dans l'idée de s'en approcher peu à peu. Mais Eddy était du genre agité. Il ne tarda pas à se lever et à disparaître dans la pénombre de l'arrière-salle. Le toubab décida d'attendre. Sacré bled, songeait-il, où il faut toujours poireauter. Il se consolait en observant et en écoutant les clients de l'établissement. Ces gens lui semblaient à la fois aux antipodes, mais en même temps si proches, extravagants et sympathiques. Des marchands ambulants, dont c'est le royaume ici, allaient d'une tablée à l'autre, exhibant montres, bracelets, costumes de pièces, imperméables, chaussures de cuir, à des prix défiant toute concurrence, comme on dit, de quoi on pouvait déduire que ces gens écoulaient de la pacotille volée. Un homme entre deux âges avait accroché le vendeur d'imperméables et entamé le marchandage habituel. 5000, avec l'erroné le marchand ambulant appelé ici sauveteur. 5 quoi? S'insurgeait l'homme entre deux âges. Tu es même comment? Est-ce que tu as compris un jour que les gens pouvaient acheter un imperméable ici à ce prix? Tu veux que nous trouvons l'argent où? Tu n'as pas compris qu'il y a une dévaluation dans ce pays? Fais-moi un vrai prix, mon ami. Tu veux mettre combien, papa? Demandait le sauveteur. Dis ton prix, on discute. Le commerce n'est pas la dictature, papa. Nous, on accepte la discussion. Tu peux mettre combien? Et qui est, reprenait le monsieur entre deux âges. Tu as compris où que le client fixait le prix de la marchandise? Fais-moi un prix d'ami, parle à ton tarif, on va discuter, c'est ton métier. Papa, donne seulement 4500. Ah car, non, c'est trop. Non, non, 4000 même c'est trop. Même 3000 c'est trop. Fais-moi un vrai prix d'ami, je te donne 2000 au top. Ouais papa, 2000 ce n'est pas beaucoup. Moi-même là j'ai acheté combien si je vends 2000? Un tiers crut pouvoir s'approcher et s'en mêler, et dit au monsieur entre deux âges, l'impair là papa, c'est très bien, hein? Le monsieur entre deux âges se rebiffa et dit au tiers présomptueux, qui t'a même appelé? Qui t'a même demandé quoi? Tu as compris où on t'appelait? Tu viens là, tu trouves que les gens parlent leur affaire et tu mets ta bouche. Qui a demandé ta bouche même? Ouais. Le sauveteur se résignait manifestement à céder son imperméable à 1000, le monsieur entre deux âges, excellent dans l'art de surenchérir à rebours, après avoir constaté que le marchand ambulant, pressé par la faim, était prêt à tout pour un repas, quand Eddy est apparu, forçant Georges à se détourner de l'homérique négociation. Eddy se frottait les mains, l'air guilleret du séducteur qui vient d'arracher un rendez-vous galant à une dame réputée à tort ou à raison de grande vertu. Pardonnez-moi, monsieur, fit Georges en se penchant, une cigarette entre les lèvres et la mimique on ne peut plus éloquente. Avez-vous une allumette? Vous tombez bien mal, cher ami, je viens d'arrêter de fumer, répondit Eddy distraitement. Heureux homme, fit Georges. Voilà une éternité que je tente cet exploit sans aucun succès. Eddy interpella le serveur, qui était apparemment de ses intimes, et lui dit Martin, donne du feu à ce monsieur. Asseyez-vous, cher ami, continua-t-il en s'adressant au toubab et en désignant une chaise voisine. Vous savez, ce n'est pas si compliqué que ça. Comment ça est arrivé? À l'époque, je fumais des dunils qui sont distribués ici en contrebande, c'est-à-dire à des endroits précis de la ville,
Un soir, il devait être dans les 19-20 heures. Je rentre chez moi, j'habitais le quartier Amérique, très résidentiel si vous connaissez. Donc je rentre chez moi et je m'aperçois que j'avais oublié d'acheter des cigarettes. Pas une seule à griller. Ressortir dans la nuit pour courir après un marchand à la sauvette. Eh merde, me suis-je dit. Au diable la nicotine. Une espèce de coup de tête si vous voulez. N'empêche, c'était fini. Je n'ai plus jamais fumé. Ça remonte quand même à quelques 23 mois. Je suis un homme libre, complètement guéri. Eddie se laissait aller, se déboutonnait même avec une complaisance condescendante pour ce toubab minable, une espèce de rastaquouère. On n'imagine pas quel handicap cela représente de fumer, répondit Georges. Socialement parlant, je veux dire. Je suis venu rendre visite à mon frère, qui est quelque chose ici à la mission commerciale de France. Sa femme est très collée montée, du genre on ne fume pas chez moi, rien à faire. Et moi je suis accro. À une époque j'en ai grillé plus de 40 par jour, 2 paquets au moins. Imaginez ma situation chez ma belle-sœur, toujours à demander la permission à madame, pas de fumer chez elle, inimaginable, mais de sortir fumer dehors. Décidément, songeait Eddy, plus pecno que ce type, je meurs. Demander à sa belle-sœur la permission de sortir pour fumer. Oh, oh, il faut le faire. Et vous faites quoi dans le civil sinon interrogea Eddy. Bof, répondit le toubab, dans ma famille, je n'ai jamais été considéré comme un brillant sujet, ni à l'école. Dans ma vie, j'ai fait un peu de tout et n'importe quoi, longtemps. Pour finir, un jour, je me suis réfugié dans l'enseignement. Ils y accueillent toutes sortes de gens. Tel que vous me voyez, j'ai été 15 ans instituteur à Wallis et Futuna, île française du Pacifique, où personne ne voulait aller, bien entendu. C'est pour cela qu'ils ont bien voulu de moi, car je n'avais strictement aucune qualification. Vous n'imaginez pas à quelle retraite pépère ce séjour dans des îles si lointaines m'a donné droit. Depuis, je joue les touristes, étant libre de toute attache après le décès de mon épouse. Condoléances, déclara distraitement Eddy. Vous êtes trop aimable, fit solennellement Georges. Mais vous savez, on s'accommode finalement de tout. Au début, je pensais ne jamais pouvoir surmonter mon chagrin. Vous n'imaginez pas à quel point vivre sans ma femme avait toujours été pour moi impossible à envisager. Et pourtant, c'est en quoi j'admire les Africains et leur culture. J'ai l'impression qu'ils sont moins sentimentaux que nous, pauvres occidentaux. Ah bon? Vous le croyez vraiment, cher monsieur? Fit Eddy en s'efforçant de cacher son intérêt sarcastique pour les loufoques a priori anthropologiques de son interlocuteur. Mais oui, réfléchissez, quand on a 2, 3, 4 femmes, on ne s'attache à aucune, on surnage pour ainsi dire, on reste un homme libre. Je sais bien, on me l'a dit, que votre gouvernement envisage de bannir la polygamie. Croyez-vous que ce soit raisonnable? Ne risque-t-on pas, ce faisant, de trahir l'âme africaine? Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur, ne vous fiez pas à tout ça, déclara Eddy. Ne vous fiez à rien à propos des femmes ni de l'âme africaine. Ah, je vous vois venir, fit Georges avec un large sourire. Vous êtes comme notre bon roi François Ier. Vous savez ce qu'il disait des femmes? Souvent femme varie, bien folle et qui s'y fie. Oui, reprit Eddy, l'homme aussi varie. Les femmes, c'est comme la musique. Écoutez cette anecdote. Un jour, j'acquiers un disque intitulé Memorial Lester Young. C'était l'époque des 33 tours, devenue obsolète aujourd'hui. Mais quelle époque, cher ami. Je suis tout de suite accroché par l'interprétation par cet homme génial d'un thème très connu, Tea for Two. C'était divin. Vous vous y connaissez? En littérature anglaise, pas du tout. Vous m'envoyez confus. En fait, c'est de la musique qu'il s'agit, répondit Eddy, et particulièrement de jazz, mais peu importe. Revenons aux femmes, voulez-vous? Des semaines durant, peut-être des mois, j'écoute mon disque sans arrêt, 10 fois, 100 fois. Et chaque fois, comme une femme connue, j'attends le retour de Tea for Two, en négligeant les autres plages, surtout la suivante. C'est comme la femme avec laquelle on aime faire l'amour. On pense à elle avant, on rêve d'elle après. Tant pis pour les autres. Puis un jour, je suis bouleversé par une improvisation qui ne m'avait pas frappé jusque-là. Pourtant, j'avais dû l'entendre 100 fois, puisque c'était l'enregistrement venant immédiatement après Tea for Two, mais distraitement. C'était These Foolish Things, un chef-d'œuvre consacré depuis. Vous ne connaissez pas, mais peu importe, puisqu'en fait, c'est des femmes que nous parlons. Je crois comprendre cette métaphore, fit Georges comme dans un élan de mysticisme. Et finalement, je n'oserais vous donner tort, car il est vrai que l'amour surprend toujours, quelle que soit la situation, même dans le cadre de la polygamie. L'amour, c'est universel. Vous n'imaginez pas comme vous avez raison. Cela dit, est-il vrai que le gouvernement veut bannir la polygamie? N'est-ce pas une mesure extrémiste? Qu'est-ce que vous en pensez? Cher monsieur, répliqua Eddy, je vous dirais qu'il faut être marteau pour s'intéresser à ce que fait, dit ou pense le gouvernement de ce pays. Autant s'intéresser à une partie de baseball jouée par une volée de Ouistiti. N'exagérez-vous pas un peu? À peine, cher ami. Mais à quoi bon? Revenons plutôt aux femmes. Il n'y a rien de tel qu'une femme, mais vous le savez déjà. La femme est l'avenir de l'homme, a dit un poète. Est-ce que ça serait pas plutôt son passé? Je ne sais pas, mais c'est forcément l'un ou l'autre. J'ai un ami qui avait une femme. Jamais je n'avais imaginé qu'il ne pourrait se consoler de sa perte si ça devait arriver. C'était l'homme le plus intelligent, le plus réfléchi, le plus raisonnable.
Et la fille était à la fois le châssis le mieux bricolé qu'on imagine, mais surtout la femme la plus idiote, la plus bornée, la plus vulgaire, étant passée un peu entre toutes les mains, si vous voyez le genre, enfin, disons-le entre hommes, une fille, quoi. Enfin, une pute en bon français, comme la plupart de nos filles d'ailleurs, bien obligées les pauvres. Eh bien, il n'arrive pas à se consoler de la perte de cette créature. J'en suis à me demander s'il survivra à ce tournant de son existence, c'est vous dire. Qu'est-il arrivé? Elle l'a quitté? C'est la meilleure hypothèse. En fait, elle n'a pas laissé d'adresse, elle a disparu un jour, ni vu ni connu, je t'embrouille, abandonnant toutes ses affaires dans la maison où vivait le couple. Comment expliquez-vous ça? Un homme si intelligent, une nana si quelconque. En 30 minutes sur nos trottoirs à 18 heures, j'en ramasse comme elle 15 à la douzaine. Je dis bien en 30 minutes. N'empêche, mon ami est inconsolable. Il va peut-être se tuer. On n'a pas alerté la police? C'est peut-être un crime. La police? La police ici? Le pouvoir ici, monsieur, c'est une partie de baseball entre Ouistiti, je vous l'ai dit. On me dit que le régime et son président sont très impopulaires. Est-ce vrai? Impopulaires ô combien, monsieur? Vous n'imaginez pas. Attendez un peu. Édile leva la main, l'agita frénétiquement, en interpellant un personnage assis près du comptoir. Écumeur de boui-boui, fit-il à l'inconnu, rejoins-nous ici. Et quand l'homme se fut assis vis-à-vis d'Eddie et de Georges, Eddie lui dit, dis bonjour à monsieur. Bonjour monsieur, fit le nouveau venu, hilar, découvrant une mâchoire supérieure dégarnie des 6 dents du milieu, qui s'ouvrait comme un énorme trou. C'était peut-être ce qui lui valait de la part d'Eddie le sobriquet d'écumeur de boui-boui ou de forban. Eddie avait dû voir à Paris ou ailleurs un film de pirate avec bandeau sur l'œil, mâchoire édentée et jambes de bois. Ce type-là n'était manifestement pas affligé d'une jambe de bois, on avait beau l'observer, sa démarche était celle d'un homme doté de 2 jambes normales. En revanche, quand cet ami d'Eddie riait, et il riait souvent, on ne voyait plus que le trou creusé dans sa mâchoire, comme si tout le visage s'y était englouti. C'est pas le tout, reprit Eddie à l'adresse de son ami le Forban. Monsieur que voilà est français, et il désire follement entendre parler politique locale. Je ne voudrais pas la franchir des fois. Faut voir, dit en substance et en langue vernaculaire le nouveau venu, tel un camelot qui a flairé la bonne affaire. C'est-à-dire, fit Eddie en français, accouche, merde, parle français et dis ton tarif. Et, se tournant vers le Toubab, ne vous inquiétez pas de sa mâchoire dégarnie, c'est un type à la cool, croyez-en mon expérience, monsieur. Monsieur comment, déjà? Georges, fit le Toubab. Ah, Georges. Eh bien, Georges, vous pouvez vous fier à la science de mon ami. Il faut seulement motiver un peu ce Forban, et avec lui, un peu c'est souvent beaucoup, et même très beaucoup, comme nous disons ici. Se tournant à nouveau vers le Forban au visage grimaçant. Alors, tu vas te décider enfin, lui dit-il. Vous savez comment ça le Forban? J'ai été compressé il y a presque 12 mois. Droit au but, grommela Eddie. Droit au but, mec. Tu veux combien? Pour faire quoi? Protesta Georges. Pour vous mettre au parfum, pardi, déclara Eddie. Cher ami, vous ne regrettez pas votre générosité. Allez, vous me croyez, n'est-ce pas, Georges? Bien entendu, répondit le Toubab. Après maintes grimaces, sourire en coin, soupirs et autres tout sottements, le Forban dit 10 000 par jour, et je lui fais faire la campagne. La campagne, fit Georges d'un ton angoissé. Ben oui, fit Eddie, la campagne électorale. Nous sommes en pleine campagne électorale ici, vous ne saviez pas? Et il me semblait bien, fit le Toubab. J'ai dû en entendre parler quelque part, mais si vaguement. Alors c'est top là? Demanda Eddie. 10 000 francs par jour, c'est une somme, même dévaluée, fit le Toubab songeur. Mais finalement, oui, enfin bon. Drôle de paroissien, dit Eddie au Forban quand le Toubab eut pris congé après avoir donné rendez-vous. Si jamais il avait une difficulté à affronter, tu n'oublies pas. Il n'y a pas mieux que Mézic pour démerder les étrangers, tu entraves? Grâce à moi, tu vas pouvoir briller pendant 6 mois. Alors, tu renvoies l'ascenseur? C'est ce qu'on appelle vivre d'expédient, si je ne m'abuse. Quel pays de cons! Qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu pour mériter ça? Truander des petits blancs, moi, un avocat connu sur la place. Je me ferais harakiri si seulement j'avais un peu de courage. Mais quel drôle de zig quand même. Il faudrait tirer ça au clair un jour.